Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal, Harold Saint-Gamalan, le patron de section Zouk, découvreur de talents antillo-guyano, réunionaux, africains, enfin bref, il y en a eu tellement. On va en parler d'ailleurs de son poids, notamment dans la communauté à Paris, mais pas seulement. Il est en Guyane pour une histoire de carnaval. On va en parler, c'est l'invité du journal, Harold Saint-Gamalan. On le retrouve dans 10 minutes, à tout de suite. Tous les mois, Jean-Eddy, 13 ans, doit se rendre au CID, centre intégré de la drépanocytose. Cette maladie héréditaire touche les globules rouges qui se déforment et ont une durée de vie inférieure que chez une personne saine. Alors, durant plusieurs heures, Jean-Eddy doit effectuer un échange transfusionnel pour réintroduire dans son corps des globules rouges sains. Ces traitements, Marvin les connaît bien. Drépanocytaire depuis maintenant 23 ans, il a dû apprendre à se soigner, à gérer la douleur et les crises. Mais avec l'ouverture de ce nouveau centre en septembre dernier, c'est un peu moins compliqué. Oui, je me sens soutenu parce qu'il y a des gens que je rencontre que je ne connaissais pas avant. Ils me parlent de leur maladie, moi aussi je leur parle, on communique quoi. Je vis mieux parce que je suis mieux suivi ici. Parce qu'aux urgences, ça prend du temps. Parce qu'il y a les autres malades, tout ça. On dit qu'on a des douleurs, le médecin n'est pas là, il faut attendre des heures. Avec l'ouverture du CID, les patients ont un délai de prise en charge plus rapide avec un meilleur suivi, mais ils peuvent également obtenir l'aide d'associations présentes au sein de ce service. On est surtout là pour écouter et accompagner dans les démarches administratives, même les démarches personnelles aussi, mais surtout être à l'écoute. C'est le principal, c'est les malades peuvent venir nous parler quand ils en sentent le besoin. Ce nouveau centre a une capacité de 3 lits offrant un meilleur confort, mais il dispose surtout d'équipements et d'appareils appropriés. On a des dispositifs ici, comme par exemple les machines à échange transfusionnel qu'on a vu tout à l'heure, qui permettent de prendre en charge facilement et mieux les patients pour avoir un délai plus court. Par exemple, un échange transfusionnel, on peut le réaliser à peu près en 1 heure, parfois de 1 heure et demie, alors que si on devait le faire en manuel, ça prendrait 2-3 fois plus de temps. Après, ça ne résoudra pas le problème de l'apport du sang, par exemple, puisque malheureusement en Guyane, on n'a pas de don du sang. Et ça, c'est vraiment un gros problème et on risque d'être confronté dans les années à de gros soucis sur ça. En Guyane, un enfant sur 214 naît avec la drépanocytose. Sur tout le département, 2000 patients sont diagnostiqués, mais seulement la moitié est suivie. Faire de la Guyane la région la plus prospère de France, voilà l'objectif du MEDEF et de son président Stéphane Lambert. Hier, en conférence de presse, le président a présenté les axes de développement pour parvenir d'ici 2030 à créer 60 000 emplois, multiplier par 3 le PIB régional et ramener le taux de chômage de 22% à 10%. On présente une stratégie de développement économique pour pousser aussi un cri d'alarme, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de se développer. Les données démographiques et de revenus nous poussent à penser qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, enfin en tout cas pendant longtemps. Aujourd'hui, on a proposé une partition que pourrait jouer l'ensemble de la Guyane, aux élus aussi de décider. L'idée, c'est de donner la possibilité de sortir de l'immobilisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Concrètement, c'est déjà de partager cette stratégie, c'est de mettre à niveau les infrastructures. On a isolé une dizaine d'axes de ce type-là, de mettre un coup d'accélérateur sur la formation, de commencer à mettre en place l'économie de la connaissance en Guyane, également une dizaine d'axes pour aller en ce sens-là, pour démarrer aujourd'hui, pour aller vers l'objectif dans 2030 et 2040. Faire de la Guyane un modèle d'exploitation optimisée des ressources naturelles, dynamiser la recherche et la placer au centre du développement économique du territoire, créer un modèle de développement de sites isolés en milieu équatorial et tropical. En tout, 7 axes de développement, une stratégie à mettre en place en urgence selon le MEDEF. Au niveau du territoire, c'est qu'on réagisse, on se l'approprie ou au contraire on propose autre chose. Au niveau des politiques, notamment dans la campagne de la CTG, pour avoir du contenu et avoir une vision partagée lorsque les élus seront à la CTG, pour savoir où on va aller et comment on y va.
Si on continue comme ça, c'est clair, hein, on va dépasser les 100 000 chômeurs dans les dizaines d'années qui viennent et qu'on va forcément dans le mur, dans l'explosion sociale. Il n'y aura pas de revenus pour tout le monde et on sera toujours dépendant de la commande publique, dépendant de l'État et de plus en plus. On est en croissance économique, mais en sous-développement. C'est-à-dire que plus ça va, plus on s'éloigne des revenus de la métropole. Ce qu'il faut, c'est savoir si la population a envie de tourner une page et de prendre son destin en main. Pour engager ce développement, le patronat propose la mise en place d'une gouvernance économique adaptée qui pourrait s'orchestrer autour de 3 acteurs principaux. Le comité de développement économique de la Guyane, la structure unique de mise en place des projets et le groupement d'entreprises par filière. Le comité, composé par des acteurs du privé, serait l'exécutant des décisions politiques des élus, une mesure qui semble plaire aux entreprises locales, mais cela dépendra encore de l'engagement ou non de l'État. Le Cher continue sa mobilisation pour l'insertion professionnelle. Il y a moins d'un mois, une convention avec le PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi intercommunal, a été signée, obligeant les entreprises à faire de l'insertion professionnelle et sociale. L'hôpital de Cayenne souhaite continuer cette action avec la mise en place de contrats uniques, d'accueil de volontaires du service civique ou encore la résorption des emplois précaires. L'hôpital donc, est un des principaux employeurs de la Guyane et dans le cadre de développement de son offre de soins, parce qu'il faut continuer à développer cet hôpital, nous avons besoin de ce qui est notre richesse principale, les ressources humaines. Donc nous avons créé déjà beaucoup d'emplois ces derniers temps, certainement peut-être au niveau de la Guyane, nous sommes les premiers en matière de création d'emplois. Nous avons aussi titularisé des gens, c'est-à-dire fait rentrer dans la fonction publique des gens qui étaient en situation précaire et nous allons continuer à le faire dans les prochaines années avec 125 titularisations supplémentaires. Et puis nous espérons continuer à reconstruire cet hôpital, à augmenter les capacités et donc pour ce faire il nous faudra plus de ressources humaines, plus d'agents hospitaliers. Souvent décrié pour sa mauvaise réputation en termes de volume d'emploi ou d'accès aux soins, le centre hospitalier tente de poursuivre sa réadaptation au marché du travail. Depuis 2013, 260 nouveaux postes ont été créés. L'évolution, elle est palpable hein, parce qu'il y a des chiffres qui nous permettent de l'affirmer. La politique qui est mise en place par le conseil de surveillance vise à augmenter l'offre de soins. Donc forcément, elle impacte derrière le recrutement de professionnels de santé. Il y a encore des efforts à faire, c'est certes, mais je crois que depuis quelques années, nous avons ouvert un certain nombre de services pour répondre à la demande de la population, tout simplement. Hein. Je veux parler du centre de pédopsychiatrie qui a été récemment ouvert, la prise en charge des malades de la drépanocytose, le pôle mère-enfant dans lequel on se trouve, hein, qui a coûté 60 millions d'euros quand même, et qui a généré un certain nombre d'emplois. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et tous les hôpitaux de France et de Navarre ne peuvent s'en vanter. Avec ces différents dispositifs, l'objectif majeur est de parvenir à 90% de titulaires. Un effort coûteux, sachant que la masse salariale de l'hôpital représente 2/3 des dépenses. C'est une première en Guyane, un parcours permanent d'orientation. Situé au sentier Vidal de Remire-Montjoly, le site a été inauguré hier. Le premier sentier de ce type en Guyane et c'est pour ça que j'invite la population à découvrir et s'approprier ce site historique situé sur la commune de Remire-Montjoly. C'est un sentier qui est ouvert à tous, y compris aux scolaires, aux jeunes enfants de ce département, pour découvrir d'une façon ludique leur environnement, les différentes essences qui composent la forêt guyanaise et puis le sens aussi de l'orientation. Et on peut aussi venir découvrir ce sentier en famille. Le sentier permet à tout usager de pratiquer du sport en pleine nature. Mis à disposition des établissements scolaires, les collégiens et lycéens pourront pratiquer les cours d'orientation prévus dans le programme scolaire. Et le seul sentier qu'on avait à l'heure actuelle, c'était sur le site de l'ONF. C'est un sentier qui avait été mis en place par les professeurs de PS et qui était quand même relativement petit. Et surtout, la demande en termes d'établissement scolaire était très importante. Donc ce sentier-là, ces parcours permanents répondent vraiment à un besoin plus qu'important au niveau de l'académie. Alors vous le savez, le sport, c'est aussi l'éducation, c'est la citoyenneté, c'est le respect, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Et ici, c'est l'éducation à la biodiversité, à la nature, à l'environnement. Donc il y a beaucoup de choses qui séduisent bien au-delà de la seule activité physique et sportive. Ce sentier, un réseau d'environ 70 bornes. 3 parcours ont été définis sur lesquels il y aura des balises rouges, bleues et verts. Alors en fait, dans le cadre de l'enseignement de l'EPS, on demande à nos élèves d'apprendre à lire une carte, de savoir se repérer sur la carte et du coup pouvoir se déplacer sur le terrain pour trouver des balises. Donc les balises, ce sont des poteaux
sur lesquels il y a des plaquettes ou un poinçon. Et donc on donne à chacun de nos élèves un petit carton de contrôle qui vont poinçonner sur la balise, ce qui nous permet, nous, de savoir qu'ils sont bien passés au bon endroit. Des élèves du collège Gérard Holder ont testé le parcours conçu par le Conseil général, le comité régional du sport pour tous et le rectorat. Le parcours, il est très grand, il est très dur, il monte, il descend, les balises sont en hauteur. C'est dur parce qu'on est essoufflé, on doit courir, les balises sont des fois à l'opposé, des fois elles sont côte à côte et c'est très très dur. Et ça te fait plaisir quand même de faire ça? Oui, ça me fait plaisir parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de le faire. Pour la première fois, Ethan Marigar et ses camarades ont pu tester leur capacité à se repérer dans l'espace, apprendre à lire une carte et la transporter sur le terrain. Pour ces jeunes élèves, c'est également un moyen d'apprendre à respecter l'environnement, un parcours qui se veut aussi bien ludique que pédagogique. De retour sur le plateau avec notre invité Harold Singamalon. Bonsoir. Bonsoir. Harold Singamalon, vous êtes plein de choses, mais vous êtes surtout le patron de Section Zouk. Avant de nous dire comment va Section Zouk et les nouvelles stars, on va en parler d'ici quelques instants. Vous êtes en Guyane également avec l'Union des Carnavaliers. C'est un projet, vous allez nous en dire deux mots tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de cette télé Antilles, parce que vous êtes toujours en train de vous trimballer avec une caméra, j'imagine, c'est pour faire plein d'images. Exact. Harold Singamalon, comment est née Section Zouk déjà? Comment est née Section Zouk? Comment est née Section Zouk? Par la rencontre. Qui a eu cette idée? J'ai rencontré énormément d'artistes à l'époque où je m'occupais avec mon père donc de la discothèque, la Pointe des Antilles, maintenant qui s'appelle le Club Section Zouk. D'accord, ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, toujours à Fontenay-sous-Bois. Voilà, c'est ça. Exactement, donc lieu incontournable. Tout à fait. Alors, comment est née Section Zouk? Alors, c'est à force de rencontres avec des artistes, et puis j'ai eu envie à un moment donné donc de me lancer dans la production. Donc le premier artiste avec lequel j'ai travaillé, c'est Ludo. Après, il y a eu Jocelyn Delumeau, Phil Control, Sonia Dersion, Leila Chico, enfin beaucoup, Thierry Cam, voilà, exactement. Et puis on est passé aussi par la Guyane avec Fanny Warren. Exact. Alors, combien d'artistes? Combien d'artistes? Je sais pas, combien mais d'artistes quand on allait sur le site, il y avait quasiment tous les chanteurs de Zouk. Oui, effectivement. 90%. Hein. Oui, au catalogue, oui, on a les meilleures années, les meilleurs titres de certains artistes. Premier album, par exemple, de Princess Lover, premier album de beaucoup d'artistes, oui. Alors, et aujourd'hui, Section Zouk, comment ça se passe par rapport à tout ce changement médiatique, on va dire, Internet, comment se maintient Section Zouk dans Alors, ce Section milieu de la Zouk, production? effectivement, le catalogue existant est toujours là, toujours disponible sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement où la musique, on peut l'acheter légalement. Sinon, autrement, on suit des projets de jeunes artistes, tels que Kim, Stony, il y a eu Toutes les femmes fatales, tout ça. J'ai toujours mes artistes de prédilection que j'aime beaucoup, c'est Jim Rama et Patrick André. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je suis un peu moins sur la production. Donc un peu plus sur les spectacles, et c'est pour ça que là je suis en train de me lancer avec l'Union des Carnavaliers donc dans la réalisation d'un festival, donc le village du Carnaval Tropical, donc en 2016. Voilà, il fait effectivement la transition. Il fait la transition. Voilà, Section Zouk, ça existe, c'est lui le patron. Ça c'est pour tous les Guyanais qui savaient pas qui est derrière tous ces artistes au niveau de la production. On continue quand même à recevoir des. J'imagine. Alors c'est qui les nouvelles stars ou les nouveaux qui vont arriver là sur le marché? Vous avez des noms? Alors ça part du Comore, ça va au Cap-Vert, c'est Antilles, Réunion, Guyane. Oui, il y a tout le monde. Elisio, Cap-Vert. Côte d'Ivoire aussi. Oui, Côte d'Ivoire aussi avec Tia. Tia, la métisse ivoirienne. Exact. Qui continue à faire des titres. Ouais. Et elle s'est rapprochée un peu de ses racines, on va dire. Oui, exact. Et ça fait du bien. Oui. Alors là, s'il faut donner un nom là une chanteuse ou un chanteur qui va peut-être devenir, parce que vous avez le flair pour ça, une nouvelle star du Zouk, ça sera qui? Non, enfin il y a... À part tous ceux qu'on connaît. Oui, déjà. Voilà, non, mais il y a du travail. J'aime beaucoup Onicinaï Jean.
cette artiste. Ouais. C'est pas mal ce qu'elle fait. C'est vrai, il y a du talent. Donc elle n'est pas encore passée par la maison section Zouk, mais je l'ai vue sur scène, donc elle pourra très bien être aussi... Qui sait. Voilà, c'est vrai qu'elle a un talent naturel, on l'avait reçue ici sur les plateaux d'ATG. Alors vous êtes en Guyane pour proposer un projet, l'Union des carnavaliers, notamment sur ce carnaval de Paris qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, voilà, exactement. Il faut l'organiser. Peut-être autrement, différemment. On se rappelle que à chaque fois il y avait un groupe guyanais qui partait, il revenait avec quelques images comme ça. Mais on sent quand même que ce n'est pas encore le gros rendez-vous. En tout cas, peut-être depuis 2 ans ça l'est, mais c'était toujours comme ça, avec une aide de régionale, et petites choses comme ça. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour que les choses s'organisent différemment. Effectivement, depuis plus de 15 ans, donc il y a le carnaval d'outre-mer. D'outre-mer, oui, tropical de Paris, que la mairie de Paris organise avec le soutien de la fédération du carnaval tropical. Donc, ce qui représente à peu près 4 heures de défilé dans les rues de Paris. Ouais. C'est bien, mais c'est pas assez. Ouais. Donc, nous, ce qu'on propose de faire, c'est de faire un village autour de la thématique carnaval. Donc, sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, et ce sera la porte de Versailles, là où il y a la foire de Paris. Donc, un lieu très vaste où on peut recevoir énormément de personnes. Et aussi, ce qui pourra aussi permettre aux carnavaliers donc de la Guyane de pouvoir mieux se vendre, voilà, vendre la destination, le carnaval de Guyane, donc parler des spécificités, donc par rapport au Touloulou, Toulolo, donc on retrouve ça uniquement que dans le carnaval de Guyane. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et pour mieux le vendre, vaut mieux être dans un village. Oui, voilà, pour pouvoir l'exposer. Moi, ça me rappelle un peu la chanson qui a marché au niveau du carnaval ici, La Piqûre. Donc, grosso modo, tu vois, c'est l'impression de se dire, ah, c'est ça le carnaval de Guyane. Ah oui, donc si je savais, j'aurais pu venir avant, quoi. Avec la musique qui va avec, le fameux Piqué Duke, notamment. Alors, c'est vrai, comment ça s'organise en général? C'est un défilé dans les rues de Paris. Alors, vous voulez, dès 2016, changer tout ça? Non, on ne veut pas changer. Enfin, quand je dis changer, on veut apporter quelque chose de nouveau. Ouais. Permettre aux gens de vraiment découvrir les choses. Parce que tu vois, quand il y a un groupe qui part pour Paris pour défiler, quand ils ont la chance de pouvoir d'être pris à l'antenne pour être diffusés sur d'autres antennes, c'est déjà super. Donc, tu vois, 4 heures de défilé, des fois réduit à 1 heure, 1 heure et demie de reportage. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Parce que le carnaval, il faut le vivre. Hein. Oui, bien sûr. Surtout qu'en Guyane, c'est une institution. On est d'accord. Donc, le proposer aux personnes à Paris, avec toutes les couleurs, la splendeur que ça a, je pense que ça peut être formidable. Et pour ça, vous êtes venu rencontrer du monde, notamment l'Union régionale des carnavals et festivals de Guyane, avec celle qui vend le carnaval avec toutes ses tripes, c'est Yolande Milzinc, que vous avez rencontré à Paris. On a rencontré sur la foire de Paris et notre vice-présidente, donc Laetitia Hermet. Donc quand je les ai entendues parler toutes les deux, j'ai l'impression qu'elles étaient dans un monde waouh. Ça y est, c'est parti. Et j'avais l'impression qu'elles se connaissaient depuis des années et des années. Elles parlaient vraiment la même langue. Donc la même passion, le même engouement pour ce monde du carnaval. Donner plus d'ampleur, bien sûr, au carnaval en général, avec et autour de ce village, pour être mieux vu, notamment sur une télé comme Télé Antilles. Comment ça évolue, cette Télé Antilles? Alors Télé Antilles, donc c'est à l'initiative de Jean-François Saint-Louis. Jean-François Saint-Louis, sac à fête, on salue au passage. Voilà, exactement. Au départ, il était sur le net, donc téléantilles.com. Et là, depuis presque 1 an, enfin plus d'1 an maintenant, il a eu l'autorisation pour être sur la Freebox. Donc l'année dernière, on a fait le carnaval tropical de Paris en direct. Souvent, on fait des manifestations comme le CM98 sur la place de la République, on l'a fait aussi en direct. Et là, prochainement, on va faire le carnaval encore à nouveau de Paris en direct. Oui, en direct, oui. En direct, donc les 4 heures de défilé, on les a fait, on les a couverts. Donc, vous imaginez ce que ça va être lorsque le village va être créé. Vous êtes toujours avec une caméra, Harold Saint-Gamalon. Oui. Vous filmez, ce sont des images qu'on peut voir notamment sur Télé Antilles. Oui, sur Télé Antilles. Effectivement, comme je suis amené à beaucoup bouger, donc on a créé un concept qui s'appelle À la découverte. Et là, ce matin, j'étais à la découverte du marché de Cayenne. Oui, voilà, exactement. C'est quelque chose. Donc les fruits, tout ça, les senteurs, les saveurs. Différentes communautés également. Oui, voilà, exactement. Et puis, comment sont les gens? Ils sont agréables, donc ils ont envie de vous faire partager ce qu'ils font, quoi.
c'est bien. C'est quoi votre vie là en ce moment sur Paris, entre Section Zouk, l'Union des carnavaliers et le concept, j'imagine, il y a beaucoup de choses. Vous faites d'autres choses, Harold Saint-Gamalan, votre emploi du temps est hyper chargé? Oui, un peu, mais on arrive à trouver un peu de temps. Toujours plein de projets? Oui, toujours. Et là, vraiment, le projet qui me tient à cœur, c'est le village du carnaval. C'est le fameux village du carnaval. Exactement. Parce que pour ça, il faut que ça se passe toujours avec la mairie de Paris, j'imagine? Non, pas forcément. Pas forcément. Okay. Pas forcément. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est effectivement impliquer donc les régions, donc Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion aussi, parce que la Réunion, ce sont les absents, les plus grands absents du carnaval à Paris. Donc vraiment impliquer tout le monde pour faire une belle manifestation. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Oui. Et puis, quand on parle de carnaval, on parle souvent d'images, avec notamment des télés sur place, dans des images qu'on pourra voir notamment ici en Guyane. Oui, bien sûr. Mais de toute manière, on aura une équipe d'ATG avec nous. Avec plaisir. Merci Harold Saint-Gamalan d'être passé sur le plateau du journal. Je rappelle, c'est lui le patron de Section Zouk. Pratiquement tous les artistes que vous écoutez en général sur toutes les radios, ben voilà, il est derrière tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte, présenté par Dominique Nugent. Passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.